Le mot discipline renvoie à la création d'un moi conditionnel. De la même manière qu'un musicien, qu'un pianiste fait ses gammes chaque jour, eh bien le thérapeute fait ses gammes par une discipline personnelle. Voilà. Chaque être humain est un diamant qui demande une méthode pour donner le meilleur éclat de lui-même. Et ce meilleur éclat de lui-même vient par une autodiscipline. On m'a souvent dit que la discipline c'était se contraindre, se tenir droit, obéir à des règles qui viennent de l'extérieur, qui nous façonnent malgré nous. Alors, quand j'ai entendu parler de discipline dans l'approche centrée sur la personne, j'ai souri. Comment pouvait-on associer ces deux mots ? L'un évoque la rigidité et l'autre la liberté. L'approche centrée sur la personne développée par Carl Rogers, c'est justement cet espace où l'on fait confiance. Confiance en l'autre, en son propre chemin, en ce qui émerge sans être forcé. Une philosophie qui invite à l'authenticité, à la fluidité, au lâcher-prise. Pourtant, plus j'avance dans cette voie, plus je réalise qu'il existe une autre forme de discipline. Pas celle qui contraint, mais celle qui soutient. Pas celle qui impose, mais celle qui accueille. Une discipline intérieure, silencieuse, presque invisible. Une discipline qui demande de revenir, encore et encore, à soi-même et à l'instant présent. C'est une discipline douce, mais exigeante, une rigueur du cœur. Car l'ACP n'est pas une méthode ou une posture intellectuelle. C'est une manière d'être qui s'intègre lentement, patiemment, à travers la pratique et l'expérience. Et cette intégration demande quelque chose de nous, quelque chose qui ressemble étrangement à une forme de discipline. Nous verrons dans cet épisode pourquoi l'approche centrée sur la personne demande de la discipline. Bonjour Gérard, alors je suis ravi de t'accueillir au micro d'ACP France Podcast. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours ? J'ai toujours été intéressé par la relation humaine, mais au départ, c'était une relation avec la vie en général. Moi, je me destinais au départ à des études de naturaliste, c'est-à-dire des plantes et des animaux. Toute ma vie a été guidée par la rencontre avec le vivant. Et cette rencontre avec le vivant, elle s'est en quelque sorte spécialisée, peu à peu, par une rencontre avec l'humain. Ce qui m'a amené à faire un parcours universitaire d'études de psychologie. Voilà. Très rapidement, je me suis rendu compte que ces études universitaires étaient très satisfaisantes sur un plan intellectuel, sur un plan de la connaissance. Mais il y avait comme une insatisfaction qui était la pratique, qui était la rencontre. Mais mon besoin de rencontre avec le vivant ne pouvait pas se satisfaire de statistiques et de connaissances enregistrées. À partir de là est venue se greffer donc une formation de psychologue qui s'est terminée par un doctorat. Et après, j'ai commencé à la fin en 97 jusqu'en 2001 à partir en formation ACP avec un organisme qui s'appelle le PCAI, qui est en quelque sorte le père ou la mère de tous les organismes qui existent en France. J'ai toujours été passionné par la recherche. Ça m'a amené à écrire des articles dans des revues scientifiques qui étaient basés sur la pratique. C'était tout des études cliniques. Un nouvel étage de la fusée, si je puis dire, qui a été la formation. Donc il y a eu la formation de base, il y a eu l'écriture, il y a eu la recherche, et après il y a venu la formation. Dans mon parcours, j'ai souvent été confronté à une forme de discipline que je qualifierais de négative. J'ai d'ailleurs longtemps cru que la discipline, c'était avant tout la contrainte, des règles strictes, voire même un style d'éducation. Et en préparant cet épisode, j'ai d'ailleurs du mal au début à faire le lien entre la vision que j'avais de la discipline et la thérapie et les valeurs de l'approche centrée sur la personne. Alors j'aimerais savoir pour toi, Gérard, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Il y a l'aspect extérieur, il y a le fond et la forme. La forme peut renvoyer effectivement à quelque chose de négatif. Et bien justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ces aspects négatifs que ça peut évoquer pour toi ? Ce sont des côtés qui m'intéressent peu, parce qu'ils renvoient effectivement à une forme de dressage. Ils renvoient également à des aspects très négatifs. Le mot discipline est un mot valise. Il renvoie à l'enseignement, un conformisme, une normalisation de la personne à partir de règles. Il renvoie également à un ensemble de protocoles que l'on doit suivre pour être accepté. Donc le mot discipline renvoie à la création d'un moi conditionnel. Une conditionnalité qui s'applique à une personne pour qu'elle réponde à des règles et à des engagements et à certains, on va dire, à certaines attentes. Ça, c'est le côté négatif.
Et au contraire, comment est-ce que tu définirais les dimensions positives de la discipline? C'est une méthode d'actualisation. C'est par la discipline que l'actualisation du potentiel peut se faire. Alors j'aimerais juste revenir sur cette notion. Dans l'approche centrée sur la personne, l'actualisation du potentiel, ça désigne la tendance naturelle de chaque personne à se développer et à devenir pleinement elle-même. Prenons par exemple une plante grimpante. Une plante grimpante, si elle n'a pas de tuteur, elle va ramper. Si elle a un tuteur, elle s'élève. Donc la discipline, c'est la méthode qui permet d'élever le potentiel à son plus haut niveau d'actualisation, autant que faire se peut. Avant l'enregistrement, tu me disais que l'approche centrée sur la personne était avant tout une façon d'être. D'ailleurs, tu l'avais même comparé à un art martial. Selon toi, Gérard, de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on évoque la notion de discipline dans l'approche centrée sur la personne? Alors, il y a un adage qui dit que rien ne se fait sans passion. Et moi je peux aussi inventer un autre adage, rien ne se fait sans attention à soi-même et attention à l'autre. La discipline, c'est véritablement une méthode d'attention à soi-même et d'attention portée à l'autre, qui se fait par un enrichissement, un approfondissement constant. L'idée de discipline renvoie à l'idée de régularité, de continuité et de persévérance, tel que juste été développé en Orient. Le disciple, c'est quelqu'un qui est avec une persévérance quotidienne, de chaque instant. Chaque instant, il va approfondir son art. La discipline autant elle renvoie à une matière que l'on enseigne à l'école, mais là, dans le cadre d'ACP, elle renvoie à un art. De la même manière qu'un musicien, qu'un pianiste fait ses gammes chaque jour, eh bien, le thérapeute fait ses gammes par une discipline personnelle qui est l'actualisation de son potentiel et la mise en œuvre de son lieu d'évaluation interne qui réclame, on va dire, une application. Alors avant que tu continues, Gérard, j'aimerais juste revenir sur cette notion dont tu viens de parler, le lieu d'évaluation interne. Pour les personnes qui peut-être ne savent pas ce que c'est, le lieu d'évaluation interne, ça désigne la capacité à s'appuyer sur son ressenti, sur ses valeurs, et son expérience personnelle pour savoir ce qui est juste pour soi, plutôt que de dépendre du regard ou des attentes d'autres personnes. On pourrait la comparer à une sorte de boussole interne. C'est par la discipline que j'affine de la manière la plus précise possible et la plus continue possible la rencontre avec l'autre. La discipline renvoie au respect. Le respect de soi et le respect de l'autre. Ce n'est pas une mince affaire que de rencontrer une personne, et pour le coup, c'est une discipline exigeante. Pas une exigence extérieure qui consisterait à appliquer une méthode ou à appliquer des règles qui nous seraient enseignées, mais véritablement une exigence interne qui vraiment se branche sur le respect apporté à l'autre personne. Il n'y a pas de discipline sans respect et il n'y a pas de respect sans discipline. Autant un disciple oriental d'arts martiaux ou de tai chi, etc., autant cette personne va chaque matin remettre l'ouvrage sur le métier. Le thérapeute, c'est quelqu'un qui chaque matin remet l'ouvrage sur le métier et c'est sa personne qui est en continuel remodelage. La discipline renvoie à une alchimie, qui est une alchimie de transformation qui ne peut pas se faire sans une méthode, qui est l'actualisation du potentiel du thérapeute au service de l'actualisation du potentiel du client. D'accord, donc tu compares l'approche centrée sur la personne à une pratique artistique qui demande une application profonde du thérapeute, et c'est comme si le résultat de cette discipline, donc les attitudes de l'ACP, était entièrement mis au service du client. La discipline renvoie à se discipliner, et se discipliner, c'est adopter un art de vivre, c'est adopter quelque chose qui nous renvoie à la facilitation de ce qui va permettre la rencontre. Vraiment, la discipline, c'est véritablement ce que l'on voit apparaître de surcroît. C'est ce que l'on voit apparaître d'une manière quasiment involontaire. Nous ne décidons pas, je ne décide pas d'avoir une discipline a priori, c'est au fil des années quelque chose qui émerge et qui finalement devient un art de vivre. Cet art de vivre dont tu parles relève du thérapeute. C'est à lui d'incarner cette manière d'être. J'aimerais comprendre en quoi cette façon de vivre, de se positionner, peut-elle réellement être au service du client ? Autrement dit, comment cette discipline intérieure du thérapeute se traduit en bénéfice pour la personne qui est accompagnée ? Ce qui vient du client s'enrichit de notre histoire,
de nos points de vue, de notre perception des choses et de notre discipline. Hein, voilà. Parce que peu à peu, l'art de vivre dont nous témoignons à notre client peut être aussi un art de vivre que le client peut s'approprier. Ah, c'est marrant parce que ce que tu dis, ça me rappelle notre première rencontre. Tu m'avais partagé une image qui illustre bien ce que tu décris. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous la rappeler et peut-être nous expliquer en quoi elle éclaire ta vision ? Oui, c'est une métaphore très simple hein, que j'avais découvert au terme à Saint-Gervais. Et j'ai appris, par exemple, une goutte d'eau qui tombe au-dessus du Mont Blanc, eh ben, elle va mettre 6500 ans, du fait qu'elle traverse toutes les strates de la roche et de la glace, elle va mettre 6500 ans pour arriver au terme. C'est extraordinaire. Donc il y a tout un processus d'enrichissement, on va dire que la goutte d'eau va se charger de minéraux, d'oligo-éléments, elle va se charger d'une histoire, et quand elle arrive au terme, c'est plus la même goutte d'eau que lorsqu'elle est tombée du ciel sur le Mont Blanc. C'est une goutte d'eau qui est enrichie, c'est une goutte d'eau transformée, c'est une goutte d'eau qui est chargée d'un potentiel de guérison. Ce qui nous vient du client infuse à travers nous, se charge d'un potentiel de guérison qui est le résultat d'une alchimie interne et d'une discipline personnelle que ensuite nous lui restituons. D'accord. Ah bah justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est si important dans la relation thérapeutique que le thérapeute ait véritablement intégré ses attitudes au plus profond de lui-même ? Les attitudes ne sont pas des attitudes extérieures au thérapeute, ce sont des manières d'être. Et je reprendrai la métaphore du diamant. Dans la nature, un diamant est un simple caillou, terne, transparent ou coloré, mais pas très beau. Et la discipline, c'est l'art de tailler le diamant pour qu'il reflète la plus belle lumière et qu'il ait les plus beaux éclats. Par conséquent, la discipline, c'est ce qui permet au thérapeute de tailler son propre diamant, c'est-à-dire d'affiner ses propres attitudes pour refléter au client le meilleur de lui-même. Et pour que le client ait accès au meilleur de lui-même, eh bien encore faut-il que les attitudes soient perçues avec le plus bel éclat et avec un éclat qui soit, on va dire, précieux. La discipline, c'est vraiment l'art d'affiner, de tailler au mieux la présentation des attitudes sous le meilleur angle pour que ça vienne éveiller chez le client aussi l'art de tailler lui-même son propre diamant. En t'écoutant, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les attitudes dont tu parles, les attitudes du thérapeute, ont quelque chose de contagieux, comme si elles rayonnaient naturellement sur la personne qui est accompagnée. Elles sont contagieuses, pourquoi ? Parce que peu à peu, l'inconditionnalité de l'accueil du thérapeute envers le client fait que le client, progressivement, va être dans un accueil inconditionnel pour lui-même. Il va développer une empathie envers lui-même, il va développer une authenticité envers lui-même. Nous sommes humains, par conséquent, nous avons en nous des attitudes qui sommeillent, et le thérapeute est celui qui montre à son client qu'il peut lui-même tailler son propre diamant avec une méthode, avec une discipline qui est l'art on va dire, du tailleur de diamants. Alors qu'est-ce que ça implique réellement d'être discipliné dans l'ACP ? Quelle exigence, quel engagement, quelle pratique concrète même ? Est-ce que ça suppose d'être discipliné pour le thérapeute ? Comment est-ce possible de témoigner de son humanité pour que le client ait accès à la sienne si notre témoignage n'est pas de bonne qualité ? Comment est-ce possible de faire de la thérapie si nous ne témoignons pas au client qu'il est possible de prendre soin de soi. L'hygiène de vie du thérapeute, c'est de prendre soin de tous les niveaux de sa personne, corporelle, émotionnelle et, on va dire, psychique. Et par conséquent, l'engagement du thérapeute envers son client, c'est un engagement qui rejoint ces trois étages. Il y a un engagement physique, parce que, comme dirait l'autre, on mouille la chemise, nous ne sommes pas passifs, c'est un engagement qui est extrêmement impliquant. Émotionnel, oui, parce que nos émotions sont présentes, elles sont actives, elles sont des témoignages d'un mouvement du corps, et puis c'est un engagement également profondément intellectuel et voire même spirituel. Par conséquent, la discipline s'adresse à tous les niveaux de la personne du thérapeute pour que tous ces niveaux soient perçus par le client pour qu'à son tour il les anime. D'accord, mais alors concrètement, à quoi ça ressemble un thérapeute discipliné ? Eh bien déjà qu'il prenne conscience de sa valeur. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un travail personnel, une thérapie personnelle, mais aussi véritablement une hygiène de vie. Prendre soin de sa propre valeur,
pour que le client fasse de même. Et alors toi, Gérard, comment est-ce que tu incarnes cet art de vivre au quotidien dans ta pratique ? Eh bien déjà, par une alimentation équilibrée, par une pratique énergétique qui s'appelle le Qigong, quasiment tous les jours, hein, par des moments de silence, des moments de recueillement, des moments d'écriture, de poésie, par une relation équilibrée et étayante au niveau de la relation de couple, et par de la lecture, par des formations, par la découverte de l'autre. Voilà. Très concrètement, je vois pas comment je pourrais être thérapeute si je dérogeais à une certaine discipline, qui soit aussi bien une discipline alimentaire qu'émotionnelle, qu'amoureuse, intellectuelle et spirituelle. Et alors enfin, pour finir, Gérard, j'aimerais revenir sur la question que je te posais en introduction. En quoi l'ACP demande de la discipline ? Moi, je prendrai un exemple qui me vient à l'esprit immédiatement, là, c'est l'exemple de Pablo Picasso, qui, avant d'être Pablo Picasso, a été un élève extrêmement discipliné de l'école de Madrid au niveau de l'art. Hein. Mais les exemples sont fourmilles. Hein. Je ne vois pas... par exemple, prenons l'exemple d'un virtuose en piano. Il fait 7 à 8 heures par jour de piano. L'art doit être étayé par une discipline, c'est-à-dire par une recherche constante d'amélioration, de perfectionnement et d'actualisation. La discipline est la méthode par laquelle nous accompagnons le mouvement d'actualisation. C'est une fois que nous avons fait nos gammes que nous pouvons improviser. Cette improvisation, elle vient dès l'instant qu'il y a une confiance que les choses peuvent venir, que les choses peuvent s'actualiser. Et c'est la discipline qui le permet. Si elle a retenu, il y a quelque chose qui vient entraver le processus d'actualisation. Je prends un exemple que tu connais peut-être, qui est l'exemple d'un très grand trompettiste qui s'appelle Mike Davis, qui lui improvisait constamment sur scène. D'ailleurs, les musiciens qui l'accompagnaient avaient du mal parce qu'il improvisait. Mais c'était un homme qui avait des années de pratique personnelle constante de son art. Hein. Donc l'art est improvisation, l'art est créativité, parce qu'il y a appropriation des méthodes, il y a appropriation d'un savoir-faire. Voilà. Chaque être humain est un diamant qui demande une méthode pour donner le meilleur éclat de lui-même. Et ce meilleur éclat de lui-même vient par une autodiscipline, qui est accompagnée par un art de vivre. Et l'improvisation se fait à notre insu. Nous ne décidons pas d'improviser. Nous improvisons parce que l'actualisation trouve son chemin d'une manière plus facile quand il y a une discipline qui a écarté les obstacles, qui sont les traumatismes, qui sont les empêchements, qui sont les conditionnements. En fait, l'autodiscipline, c'est ce qui permet au thérapeute de donner la place de la manière la plus adéquate possible à son processus d'auto-actualisation. Parce qu'il aura écarté le plus possible les conditionnements qui l'empêcheront et qui donneront une version de lui-même qui sera justement celle d'une discipline extérieure, normative et, on va dire, conformiste. Gérard, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Oh bah oui, même un grand remerciement à toi, Charlie, hein, un grand remerciement, parce que c'est que nous partageons tous la même humanité, il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres, hein, et nous avons tous en nous ce potentiel d'actualisation hein, qui va se chercher, qui est constamment en mouvement, hein, et nous sommes tous faits du même bois. Et les débutants, comme les chevronnés, sont sur le même niveau. C'est aussi par la rencontre que le processus d'improvisation peut se dérouler. Hein. Tout ce que je t'ai dit là n'aurait jamais pu être prononcé si j'avais été tout seul dans mon cabinet. Et tout ce que j'ai pu te partager ce matin là, eh bien, j'avais pas pensé une seconde à te le dire avant que je te le dise. Merci aussi à vous, chères auditrices et auditeurs. Merci de nous avoir accompagnés avec tant d'attention tout au long de cet épisode. Si vous voulez soutenir ce projet, n'hésitez pas à partager et à noter cet épisode. Pour en savoir plus sur l'organisme de formation ACP France, je vous invite à visiter le site www.acpfrance.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.